Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Salut à toutes et à tous, vous regardez Les Indiscrets. Les Indiscrets, c'est une plongée dans les coulisses de la politique française telle qu'on la raconte peu, c'est-à-dire sans phare ni élément de langage. C'est une émission portée par Nils Wilke, journaliste politique jusqu'au bout des doigts, qui enquête au quotidien sur les arcanes du pouvoir. Et c'est sur Le Média, diffusé sur le canal 165 de la Freebox, sur YouTube, sur Molotov et sur notre site internet lemediatv.fr. Au sommaire, le pape a-t-il laissé en vue les messages d'Emmanuel Macron l'invitant à participer à la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris? En tout cas, le 7 décembre prochain, le souverain pontife n'a pas piscine, mais participera à un colloque en Corse. Du coup, Macron s'énerve. Nils détaillera les dessous de l'affaire. Loué soit Donald Trump, du RN à la Macronie en passant par les Républicains, toute la droite regarde l'ancien et futur président américain avec les yeux de l'amour, même si tous ne l'avouent pas clairement. Pourquoi, comment et qu'est-ce que cela dit de notre classe politique? Nils a enquêté. Et puis le RN est en PLS après les réquisitions du procureur de la République réclamant une peine d'inéligibilité de 5 ans pour Marine Le Pen dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires du FN. Officiellement, tout le monde crie au complot politique. Mais en coulisses, qui se prépare à être un plan B? On vous le dévoilera. Salut Nils. Salut Théo. Alors, le pape François a mis un vent à Emmanuel Macron. Oui Théo, Emmanuel Macron est furieux car le souverain pontife a fait savoir qu'il ne viendrait pas, et cette fois-ci définitivement pas, à la cérémonie de réouverture de Notre-Dame de Paris les 7 et 8 décembre prochains. Alors c'est Le Monde qui a révélé l'affaire. Alors il y a pire, le pape a fait savoir, comme tu le disais en introduction, qu'il pourrait se rendre à une conférence en Corse au même moment. Alors tout est au conditionnel avec le pape, puisqu'il est quand même âgé de 87 ans maintenant. Donc évidemment, pour des raisons de santé, il y a toujours une prudence de la part du Vatican, mais il a l'air quand même assez motivé pour se rendre en Corse. Il faut dire qu'on le comprend, en plein hiver, la Corse versus Paris. Alors évidemment, ça ne plaît pas du tout aux locataires de l'Élysée, hein. On n'est pas loin de l'affront diplomatique, me confie un visiteur du soir du président. Alors j'ai voulu en savoir un petit peu plus. Entre-temps, c'est vrai que l'Élysée a voulu quand même un peu calmer le jeu, mais en vérité, il y a bien eu des allers-retours entre le palais de l'Élysée, la conférence des évêques donc de France, et la Villa Bonaparte, qui est notre ambassade, notre magnifique ambassade au Vatican sur le sujet. Alors j'ai demandé à ma source privilégiée à l'Élysée qui m'explique que dès le départ, Emmanuel Macron a voulu faire de la réouverture de Notre-Dame un événement planétaire à la mesure de la notoriété de la cathédrale et de son ego, rappelons-le. Évidemment, Macron va faire d'ailleurs ce qu'aucun chef d'État de la République n'a fait avant lui, ni la plupart des rois de France, prononcer un discours évidemment politique sous les voûtes du Saint-Édifice. En tout cas, c'était son souhait initial. Il fallait remonter au XIVe siècle pour en retrouver la trace avec Philippe le Bel qui avait fait le 10 avril 1302 devant les États généraux un petit topo à ces sujets. Alors, d'ailleurs, pour info, c'est rigolo parce que ce souverain était connu pour sa froideur et sa rigidité qui lui ont valu le surnom de roi de fer, de quoi plaire au président du 49-3 et de la répression des mouvements sociaux. Plus sérieusement, c'est vrai qu'avec Macron, tout tourne toujours autour de sa personne. Démonstration l'année dernière lors d'une grande messe, pardon, une interview aux 20h de France 2, alors au sein de Notre-Dame à peine rénovée, casque de chantier vissé sur la tête avec des artisans debout, obligés de faire le pied de grue évidemment pour écouter notre président deviser avec Julien Bugier. Certains disent le pape, pourquoi pas? Est-ce que, je l'espère, en tout cas, nous l'inviterons. Oui. Et l'invitation est lancée déjà ou pas? Elle est permanente. Elle est permanente. De manière très... Bien sûr, parce que c'est qu'il est toujours le bienvenu dans notre pays. Et j'ai eu la chance de l'accueillir à Marseille avec l'ensemble des organisateurs il y a quelques semaines. Mais je pense que ce sera un moment très fort pour notre pays, pour les catholiques du monde entier. Je serai présent aux côtés de Monseigneur Ulrich et de l'ensemble justement des évêques et de la communauté catholique qui aura préparé tout cela, et avec, je le sais aussi, tous les compagnons et les femmes et les hommes qui ont permis ce chantier de 5 ans. Et bien sûr, l'invitation sera lancée, mais il ne m'appartient pas de répondre en son nom. Bon, on se donne rendez-vous dans un an?
Alors, pour revenir au pape, Niels, Oui, bah, en vérité, il y a rien de neuf en réalité dans ce refus du pape de ne pas se rendre à Paris pour le grand raout, pour la réouverture de Notre-Dame. En fait, il l'avait déjà fait savoir mi-septembre lors d'un échange avec la presse dans l'avion qui le ramenait d'une tournée en Asie et en Océanie où il était revenu quand même assez fatigué dû à son âge et sa santé notamment. Et à l'époque, déjà, la question l'agaçait et il faut dire quand même que le pape n'est pas un grand fan de la France, terre de laïcité, comme l'explique Christine Pedotti, qui est directrice de la revue Témoignages chrétiens et grande spécialiste du Vatican que j'ai sollicité pour cette émission. On l'écoute. Je devrais pas le dire comme ça, mais au fond, il nous aime pas. Je crois qu'il aime pas la laïcité française, pas du tout. Je crois qu'il a vraiment pas compris et qu'il aime pas ça. Je crois que de façon générale, il n'aime pas les pays de la vieille Europe, les pays occidentaux, parce qu'il considère qu'on est gavé et qu'on est trop riche pour être attentif à la vulnérabilité, à la fragilité, etc. En plus, c'est un pape qui n'aime pas les choses centrales. C'est un homme qui vient de la périphérie et qui aime les périphéries. Donc, je pense que pour le pape François, small, c'est beautiful. Donc, en fait, aller à un grand raout à Paris, je crois que ça l'intéresse pas du tout. Il va peut-être aller en Corse. Voilà donc un pape qui veut rester le plus indépendant possible par rapport au pouvoir politique et qui aime surprendre aussi, qui ne s'en laisse pas compter, puisqu'il a 87 ans, donc autant dire qu'il a de l'expérience derrière lui. Macron est un gamin à côté. Alors effectivement, comme je vous le disais avant, Macron, fidèle à lui-même, souhaitait en plus faire au départ un discours dans l'édifice même, ou remettre les clés de Notre-Dame à l'archevêque de Paris. Alors évidemment, ça n'a pas beaucoup plu au Vatican, ça n'a pas non plus eu les grâces, disons, de la conférence des évêques de France. Bon, et puis il faut bien le dire, ça fait un peu mélange des genres quand même. Alors il y a même, à un moment donné, il y avait une autre idée, c'est qu'un chapiteau devait être monté devant la cathédrale, mais manque de chance, le financement n'a pas été trouvé. Décidément, la disette budgétaire touche tout le monde, même l'Église. Donc finalement, le discours présidentiel, il sera prononcé sur le parvis de l'édifice, non à l'intérieur, et c'est ce qu'a confirmé l'archevêque de Paris, Monseigneur Laurent Ulrich. Ce discours s'adressera à tous les Français, assure désormais le palais présidentiel. Ce sera un temps républicain et laïque, avant un temps religieux puis musical dans Notre-Dame. Autant dire que la grande cérémonie prévue par Macron pour Notre-Dame ne peut que faire fuir le pape. Écoutons encore notre consoeur Christine Pedotti nous en dire plus sur le caractère bien trempé du souverain pontife, manifestement pas prêt à faire de cadeaux à Emmanuel Macron. Le pape François, il n'a pas ce... Je crois qu'il n'aime pas les ors, il n'aime pas les paillettes. Il y a vraiment ça, il y a quelque chose de très très austère dans ce personnage. À rebours, je pense que ceux et celles qui vont au Vatican en espérant avoir une forme d'onction pontificale en sont pour leurs frais. Voilà, donc comme le rappelle notre consoeur, le pape François, c'est vraiment l'antithèse du pape traditionnel, comme l'a été par exemple le pape Benoît XVI, qui a adoré le protocole, les chaussures brodées, tous les ornements historiques, liturgiques de l'Église. Le pape François, c'est vraiment pas son truc, tout comme le programme actuel des politiciens. D'ailleurs, preuve que c'est bien de la com, l'Élysée a rappelé que la cérémonie sera retransmise dans le monde entier. Bref, Macron s'est pris un coup de croix sur les doigts. Pourquoi tout le monde est aussi méchant avec notre président, n'est-ce pas? Oui. Alors Niels, la victoire de Donald Trump inspire la classe politique française et c'est peu de le dire. Oui, alors on avait parlé la semaine dernière de l'admiration d'Éric Ciotti pour le président américain tout juste réélu, qui a posé avec la casquette rouge MAGA juste après l'élection, donc la réélection de Trump sur son bureau. Il y a aussi Pécresse qui s'est enthousiasmée pour Elon Musk, qui donc a été nommé, on le rappelle, à la tête d'un département pour l'efficience bureaucratique. Et donc ça a inspiré Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui s'est dit que ça a exaucé son rêve d'un comité de la hache anti-bureaucratique. Mais on découvre aussi, à travers cette réélection de Trump, la fascination malsaine d'une partie de la Macronie pour le président élu américain, donc à l'occasion de cette déroute historique des démocrates aux États-Unis, avec par exemple le ministre de la fonction publique, Guillaume Kasbarian, qui a félicité Elon Musk dans un tweet et également sur Instagram, sur tous ses réseaux sociaux. Alors, il dit vouloir partager les bonnes pratiques du milliardaire américain en matière de fonction publique. Alors,
pour être franc, et je ne suis pas le seul parmi les journalistes politiques, on a tous un petit peu cru à une fake news au début, mais c'est bien le ministre lui-même qui a posté sur son compte personnel ce message. Et surtout, ce qui est choquant, c'est que Gasparian dit avoir hâte de partager avec Elon Musk les meilleures pratiques pour lutter contre la bureaucratie excessive, réduire les formalités administratives et repenser les organisations publiques au profit de l'efficacité des fonctionnaires. Je cite. Alors, on sait ce que ça veut dire dans le langage ultralibéral quand on parle de réorganisation, de bureaucratie excessive, de réduction des formalités administratives, de régulation. Tout ça signifie coupe budgétaire, fonctionnaires non remplacés, des services publics moins efficaces. Bon. Et puis c'est un peu effrayant parce que ce ministre Kasbarian, il doit gérer le destin de plus de 5 millions de fonctionnaires français. Et donc l'entendre dire qu'il veut partager les pratiques que compte mettre en place Musk, ça fait un petit peu froid dans le dos. Surtout qu'Elon Musk, on ne le présente plus, c'est ce milliardaire qui voue une haine farouche aux fonctionnaires. Oui, on rappelle que Trump, donc le président américain nouvellement élu, compare cette initiative de nommer Elon Musk au plan Manhattan. C'est ce fameux programme de recherche américain pendant la Seconde Guerre mondiale pour créer la bombe atomique. Est-ce à dire que notre ministre en France voudrait atomiser les fonctionnaires ou les irradier? Alors, on pensait que le Trumpisme en France se limitait à l'extrême droite. On se trompait. Nous avons Guillaume Kasbarian, a réagi notamment Olivier Faure, le patron du PS. Alors on rappelle surtout que cette déclaration, elle s'inscrit dans une politique qui est déjà à l'œuvre, puisque le ministre a déjà décidé de geler le point d'indice en 2024 et a proposé 3 jours de carence pour les arrêts maladie des fonctionnaires, ce qui a suscité les foudres des syndicats, donc notamment Force ouvrière et la CGT qui appellent à la grève là en décembre. On a quand même senti un léger embarras au gouvernement, au point que Maud Brégon, la porte-parole, a indiqué que les orientations prônées par Musk ne sont pas des inspirations pour le gouvernement. Il faut le dire vite. Mais on voit que Kasbarian s'est peut-être un peu avancé parce que voilà, ses propos ne font pas tout à fait l'unanimité, même en Macronie. Oui, c'est le cas de le dire, mais bon, alors que la droite, et c'est un gouvernement de droite, puisque Barnier a été nommé par Macron et qu'il est de droite, cherche à sabrer dans les dépenses publiques et à réduire le nombre de fonctionnaires, c'est pas franchement nouveau. Mais chez ses camarades ministres, les déclarations de Kasbarian, elles font un peu ricaner quand même. Il y en a un qui me dit, par exemple, les membres de l'administration de Trump ne connaissent même pas le Premier ministre, donc Michel Barnier. Alors franchement, Kasbarian, on se demande pour qui il se prend. Ça, c'est un conseiller d'un ministre qui me confie ça, tout en reconnaissant que les propos de Kasbarian pourraient préfigurer un futur assez sombre pour la France et pour sa fonction publique. Alors, comment expliquer cette fascination de la classe politique française et en partie de la Macronie pour Trump? On écoute Jean-Bernard Gaillot-Renucci, qui est conseiller politique depuis plusieurs décennies et qui a fait partie de la campagne du président en 2017 comme responsable de la droite avec Macron. On l'écoute. Il y a une façon de se pousser du col pour ce qui reste de la Macronie, c'est effectivement les élus et ministres de la Macronie, sans parler effectivement de Guillaume Kasbarian, mais ça vaut pour la totalité de la Macronie. J'ai souvenir d'avoir vu passer il y a quelques jours effectivement un post sur X d'Olivia Grégoire, ancienne ministre elle-même, députée du 15e arrondissement de Paris, d'accord, nous dire qu'il était impossible que Laurent Wauquiez puisse faire une déclaration sur la réforme des retraites, ou sur les retraites, pardon, donc dans le cadre du PLFSS, alors qu'il n'était que le patron du 3e ou 4e parti en termes de résultats électoraux sur les dernières législatives. Il suffit juste de lui rappeler quand même que c'est le président Macron qui a bien nommé le Premier ministre issu des LR, et donc après, il s'agit simplement de sa politique. Donc, le principe même de la trumpisation de la vie politique française et de la Macronie, entre autres, c'est de vivre dans un monde parallèle. Ils sont encore persuadés d'avoir, peut-être pas gagné, mais en tout cas pas perdu les élections de juin 2024. Ça, c'est quand même terrible. Ils vivent dans un monde parallèle permanent, et c'est quand même l'effet premier de la trumpisation. Voilà, en tout cas, la réélection de Trump, elle résonne dans toute la classe politique. J'ai appris notamment que Darmanin a lancé un appel à contribution au niveau de Populaire. C'est son mouvement de réflexion, donc en fait, qui regroupe tous ses supporters et ses soutiens pour leur demander leur avis sur la réélection de Donald Trump. Alors, l'un de ses soutiens me détrompe immédiatement en me disant que c'est pas une ode à Trump. Ce sont des thématiques sur l'actualité. On a eu des centaines de retours, me dit-il. Mais enfin, on ne peut pas s'empêcher quand même d'y voir un certain parfum électoral, voire électoraliste.
Et peut-être aussi une suggestion à tout ce qui vient des États-Unis d'Amérique, mais c'est un autre sujet. Alors, le RN, le Rassemblement national, est en PLS avec Marine Le Pen, qui pourrait être sur la touche si finalement les 5 ans d'inéligibilité qui sont proposés par le procureur au juge dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires du FN, si le procureur est suivi, qui pour la remplacer au cas où elle serait pas disponible pour 2027? Oui, alors il faut quand même rappeler le contexte avant tout, Théo. Il faut sortir surtout nos mouchoirs, hein, puisque le RN est en plein désastre, hein, en plein choc après le réquisitoire du procureur au procès de Marine Le Pen et ses petits camarades, puisqu'on rappelle qu'elle n'est pas seule dans les prétoires. On a vu Marine Le Pen les yeux rougis et ébranlés par ces réquisitions choc, et c'est notamment ce que rapportent nos confrères de France 2, des trémolos dans la voix. On les écoute. Elle ne s'attendait pas à des réquisitions aussi sévères. Hier soir, quand Marine Le Pen s'avance, visage fermé, vers les caméras, elle vient d'entendre le procureur réclamer notamment son inéligibilité pour 5 ans. La seule chose qui intéressait le parquet, c'était Marine Le Pen. Marine Le Pen, pour pouvoir demander, encore une fois, son exclusion de la vie politique. Voilà, donc dans le détail, on rappelle 5 ans de prison, dont 2 ans ferme, hein, quand même 300 000 € d'amende, et surtout 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, car Marine Le Pen est considérée par le ministère public comme à la manœuvre de tout dans cette affaire, hein. Elle est vraiment au centre de l'affaire, elle est considérée comme responsable. Sa condamnation ne la priverait pas de son mandat de députée du Pas-de-Calais, hein, qui est toujours en cours, mais elle l'empêcherait de se présenter à une élection nationale ou locale jusqu'en 2029, autant dire bye-bye la présidentielle en 2027. Elle risquait toutefois, et elle risque toujours jusqu'à 10 ans de prison, 1 million € d'amende et 10 ans d'inéligibilité, hein, si jamais le tribunal décide de ne pas suivre le procureur et d'aller au-delà des réquisitions. Ça arrive. Alors, malgré la violence dénoncée à la sortie de la salle d'audience par la patronne du RN, les réquisitions donc auraient pu être bien pires, mais ça n'empêche pas le parti de hurler à l'acharnement et de fustiger des réquisitions quasi fanatiques. Bref, le parti ressort adieu la normalisation, hein, le parti ressort la bonne vieille victimisation, les bonnes vieilles recettes du Front National et du Rassemblement National. Vraiment, je pense aussi à Marine Le Pen, femme courageuse qui, depuis son enfance, son adolescence, fait face à l'injustice, à la violence politique, au coup bas, qui reste stoïque, digne dans cette adversité. Et moi, je peux vous dire que c'est une femme courageuse. C'est une femme qui m'a fait confiance avec Jordan Bardella lorsqu'ils m'ont proposé de les rejoindre sur la liste des européennes. Et elle ne s'est pas laissée abattre. Elle est combative, elle va se combattre jusqu'au bout. Il va y avoir les plaidoiries qui vont arriver rapidement pour qu'elle puisse faire prévaloir ses droits de la défense. Et elle n'a pas envoyé des représentants, elle ne s'est pas absentée, elle a voulu elle-même assumer ses responsabilités devant le tribunal. Et ça, je tiens à le souligner. Mais fait étonnant, ou pas d'ailleurs, il est rejoint par une partie des éditorialistes comme Alain Duhamel sur BFM. On l'écoute. Il ne faut pas tourner autour du pot. La question, c'est de savoir si au-delà de ça, il doit ou non y avoir inéligibilité. Alors les procureurs, qui sont très compétents sûrement, mais quelquefois un peu bizarres, ont exhumé un système exceptionnel qui permet effectivement, mais qui est exceptionnel, qui permet effectivement d'appliquer tout de suite, et même s'il n'y a pas eu appel et s'il n'y a pas eu cassation, la peine d'inéligibilité. Là, une exécution provisoire. Oui, mais enfin qui s'appliquerait, qui s'applique sans délai. Oui. Et ce qui est rarissime. Bon, franchement, je trouve que c'est pas la meilleure idée du siècle. Voilà, ou encore notre vieille amie Catherine Ney sur Europe 1 qui crie au complot politique. Le but, c'est ça, c'est de l'empêcher de se présenter. Ah ben oui. Elle a raison. Ah ben oui, elle a raison. Ah oui, oui. Parce que cette peine, qu'elle ait payé une amende, mais le parti a une amende de 4 millions. D'ailleurs, il vide des caisses. 4,5 millions d'euros. 4,5 millions d'euros, dont 2,5 payés tout de suite et sur les deux. Enfin bref, elle dit j'ai plus d'argent. Et voilà, Théo, c'est bien triste, hein. Catherine Ney fait remarquer que si Marine Le Pen est condamnée au maximum, elle n'aurait plus d'argent. Voilà, donc... la pauvre. Ouais, une larme pour l'héritière de Montretout, voilà. Alors évidemment, c'est complètement faux ce que raconte Duhamel ou Catherine Ney, hein. L'inéligibilité n'est pas requise spécialement pour Marine Le Pen. C'est important de faire un point de droit. Écoutons une nouvelle fois Jean-Bernard Gaillot-Renucci, conseiller politique, nous rappeler effectivement le droit, lui qui a conseillé des politiciens de droite comme de gauche pendant plusieurs décennies. Les procureurs n'ont pas requis l'inéligibilité. L'inéligibilité dans le texte de 2016 est de fait dès qu'un élu est condamné pour détournement de fonds.
Donc il n'y a pas de réquisition supplémentaire en vue d'obtenir l'inéligibilité. C'est une inéligibilité qui est consécutive à la condamnation pour détournement de fonds. Ça, c'est le premier point. Et je pense que, au vu, effectivement, des éléments avancés par Marine Le Pen et la totalité des élus concernés, au RN et tous les autres d'ailleurs, il est bon quand même de rappeler que cette loi a été votée, qu'elle est active, que d'autres avant eux en ont été, entre guillemets, non pas les victimes, mais en tout cas ont déjà été condamnés. Voilà, donc la loi n'a pas été faite contre le RN, comme tentent de l'affirmer ces élus et certains journalistes aujourd'hui sur tous les médias, mais ce mensonge est repris en cœur par toute une partie de la classe politique, à droite comme à gauche. Ainsi, Darmanin, lui, appelle publiquement à battre Marine Le Pen dans les urnes, ce qu'il n'a jamais réussi à faire, au passage, tout comme Jean-Luc Mélenchon qui déclare « Une peine d'inéligibilité ne doit pas être appliquée avant expiration ». De tous les recours prévus par la loi, sinon la crise politique serait aggravée, affirme le tribun de la France Insoumise. Alors évidemment, j'ai contacté ses soutiens qui tempèrent ses propos, qui m'assurent qu'il parle aussi d'un cadre général. Mais bon, en sous-titre, il faut aussi rappeler que Jean-Luc Mélenchon ne rêve que d'une chose, devenir la seule alternative face à Marine Le Pen en 2027. Bon, c'est quand même bien la preuve, Théo, que les politiciens s'entendent tous sur un point, la sévérité de la justice, c'est bien pour les autres. En tout cas, Marine Le Pen, Jordan Bardella, ils en ont des plans B dans la besace, le Rassemblement national, mais on peut dire que peut-être qu'il y aurait un affaiblissement et un nouveau jeu des chefs, enfin une nouvelle guerre des chefs, notamment avec peut-être la remontée à la surface d'Éric Zemmour, qu'on voit beaucoup à la télévision ces derniers temps. Oui, alors Éric Zemmour, je sais pas trop, parce que quand même, on a beau se réconcilier parfois à l'extrême droite, les propos tenus par Éric Zemmour à l'endroit de Marine Le Pen et vice-versa sont... Et de Marion Maréchal aussi. Alors, il y a Marion Maréchal qui pourrait revenir effectivement au RN. On l'a vu d'ailleurs se précipiter dans un élan familial tendre au secours de sa tante. C'est mignon, c'est touchant. Oui, vraiment, c'était très touchant. Mais bon, alors, évidemment, au RN, on exclut pour le moment tout plan B face à une condamnation potentielle de Marine Le Pen. Mais bon, on va pas se mentir, en interne, la question est évidemment dans tous les esprits. Alors, le dauphin naturel, et ça, tu t'y attends, et nos abonnés aussi, c'est évidemment Jordan Bardella. Alors, l'hypothèse, elle prend quand même de l'épaisseur, même si le premier concerné la dément à l'heure actuelle catégoriquement. Ce serait irresponsable de répondre à ce genre de questions quand on a un genou à terre, parce qu'aujourd'hui, mon mouvement politique, il a un genou à terre. Je me prépare à exercer le pouvoir, mais pas aux mêmes fonctions que celles auxquelles Marine Le Pen se prépare, dit-il. Je suis convaincu de la probité et de l'honnêteté totale de Marine Le Pen. C'est ce qu'il déclare évidemment aux médias. En réalité, l'héritière de Jean-Marie Le Pen, en bonne tacticienne, a propulsé Bardella à vitesse éclair. On rappelle quand même qu'il sortait de nulle part en 2019 quand il a été propulsé tête de liste aux européennes. Il est ensuite devenu vice-président du parti en 2020. En 2021, il devient président par intérim. En 2024, il est premier ministrable. Et maintenant, il est potentiellement candidat à la présidentielle en 2027. Il n'y a pas à dire. En termes de promotion express, au RN, ils savent y faire. Alors, en réalité, au RN, on sait très bien que sans Marine Le Pen et sans Jordan Bardella, c'est la mort du parti. D'ailleurs, on le disait, Bardella l'a admis, le RN a un genou à terre face à ces réquisitions. Et il n'y a pas que Marine Le Pen, on l'oublie un petit peu, les médias en parlent moins, mais il y a d'autres cadres éminents qui sont concernés par le risque d'inéligibilité. Il n'y a pas seulement des seconds couteaux, il y a par exemple Louis Alliot. On écoute Jean-Bernard Gaillot-Ranucci, donc un autre conseiller politique, sur ce sujet, et notamment ses conséquences régionales à Perpignan. Son inéligibilité, si toutefois les réquisitions étaient suivies lors du délibéré et du rendu de jugement, ferait qu'il ne serait plus maire de Perpignan, il perdrait son mandat automatiquement, mais il perdrait aussi son mandat au conseil départemental. Donc ça a un double impact à la fois électoral, mais c'est surtout qu'il n'a plus, ou il n'aurait plus, entre guillemets, d'engagement politique rémunéré. Il devrait donc possiblement être de nouveau payé par le parti, s'il voulait revenir à un salaire. Là, on est sur quelque chose d'absolument fabuleux. Ce qui est important, c'est les dates, d'accord ? Le délibéré devrait intervenir grosso modo, on va dire, entre fin février et le 15 mars à peu près. Ça veut dire qu'on serait à 1 an, quasiment pile poil, des municipales de 2026, puisque la date a été arrêtée par le ministère de l'Intérieur. Alors, ce qui veut dire que là, il perd son mandat à 1 an
du renouvellement de ce dit mandat et qu'il ne pourrait donc pas se représenter. Alors, rien ne dit qu'il n'y aura pas de guerre interne pour contester la suprématie de Bardella en cas de condamnation et d'inéligibilité pour Marine Le Pen. On sait que des tensions internes existent au sein du parti. Tu parlais de Marion Maréchal, d'Éric Zemmour. Il y en a évidemment d'autres. Le style Bardella, on ne peut pas dire que ça plaise à tous les anciens du parti et puis tous les chefs du parti. Et il ne plaît pas aussi à Pascal Praud. Il ne plaît pas non plus à Pascal Praud, ce style qui l'a vitupéré pour ne pas avoir été assez offensif dans l'émission Quelle époque sur France 2. Mais Absolument. bon, c'était une parenthèse. C'est plus d'ailleurs du ressort de notre ami Mourad Guichard. Mais c'est vrai que voilà, le FN notamment s'est construit sur des conflits violents. Alors on va pas refaire toute l'histoire, mais on rappelle quand même qu'il y a eu une scission extrêmement importante. Ça ne rajeunit pas, c'était entre 98 et 99 à l'époque. Donc il y a la scission entre Bruno Maigret qui lance sa propre formation dissidente, le MNR, et il entraîne quand même l'aînée des 3 filles de Jean-Marie Le Pen, et notamment Marie-Caroline à sa suite. Et puis il y a aussi eu le conflit de la vieille garde lepéniste envers Marine Le Pen quand elle est devenue vice-présidente du FN. D'ailleurs, un certain nombre, dont Jacques Bompard, Karl Lang et d'autres, quitteront le parti entre 2003 et 2009. Et puis, il y a eu le fameux duel entre Marine Le Pen et son papa, Jean-Marie, quand elle l'a privé de la présidence d'honneur du parti en 2015 parce qu'il devenait trop vieux, trop encombrant, trop volubile. Elle a tué le père, au sens propre et au sens figuré du terme. Alors, trahi, le cofondateur du Front National affirmait qu'il ne se reconnaissait pas de lien avec Marine Le Pen. Et c'est vrai qu'ils n'ont jamais retrouvé leur complicité. Bref, sans tirer de plan sur la comète, on peut déjà sortir le popcorn avant le délibéré. Miam. Merci Nils. Merci Théo. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire si vous nous regardez par YouTube et via email si vous nous regardez à la télé. Et si vous avez quelques secondes, allez sur lemediatv.fr/soutien pour nous apporter de la force. Restez connectés aux médias.